mais c'est intéressant parce qu'un autre, pardon, un autre écrivain qui était aussi ministre de la Culture en France, André Malraux, a écrit en 1974, je crois, le 21e siècle sera religieux, il ne sera pas du tout. Ouais, et je me suis beaucoup pensé, qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? Je pense que l'idée est la suivante. Le 20e siècle a essayé pratiquement toutes les solutions séculières, humaines, évolutionnistes. À l'intérieur du cadre du siècle des Lumières. Et qu'est-ce que ça a produit? Le plus sanguinaire siècle de l'histoire. Ouais. Ouais. Alors ils vont complètement épuiser les solutions humaines. Au 21e siècle, nous devrons revenir à transcendance. C'est pas, il ne dit pas lequel type. Mais dans la même logique, on voit le concept de Noma là, de Stephen Jay Gould. Au fond, c'est l'admission que si on s'appuie uniquement sur la science comme source de vérité, on frappe un mur. Puis même, je pense, ma conviction à moi, par exemple, Stephen Jay Gould a été impliqué dans les débats avec la sociobiologie. Les gens, pourtant, les gens en sociobiologie, c'est des évolutionnistes très ardents. Et puis, d'ailleurs, il y avait E.O. Wilson, là, qui était un collègue à Harvard de Stephen Jay Gould. C'était quelqu'un qui avait un bureau pas très loin de lui. Et pourtant, il y avait des oppositions très féroces entre les deux. Très féroces. Mais au fond, toute la théorie de sociobiologie, ça impliquait que tout le comportement humain est programmé par les gènes. Tout. Oui. Oui, donc, c'est une conception purement matérialiste, c'est cohérent, c'est logique. Et puis, Stephen Jay Gould n'était pas capable d'admettre ça parce qu'il voyait que ça aboutissait à Auschwitz. Il voyait, ou sinon, à des formes de l'eugénisme, ces choses-là. Donc, il voyait où ça conduisait. Et puis, par exemple, lui, il voyait une des choses qui le fatiguait, c'est que ça pouvait aboutir à une justification de la supériorité de l'homme sur la femme. Oui. Que l'homme puisse dominer la femme et faire ce qu'il voulait. Un peu comme le marquis de Sade qui disait, au fond, si la nature a fait de l'homme plus fort que la femme, cela implique que l'homme peut faire tout ce qu'il veut à la femme. Absolument tout. C'est la logique inévitable, oui. Ouais. Donc, si on suit ça. Mais... donc Gould ne pouvait pas admettre ça. Et donc, Gould a dit, bon ben là, il faut alors faire un compromis et dire que la religion a un domaine d'autorité dans le domaine de la moralité. Et puis la science, ben, pour expliquer le monde matériel, la science est dominante. Donc c'était le concept des deux magistères. Oui, on retrouve ça dans... Non-overlapping magistery. Oui, on retrouve ça dans des idées des autres, même des théologues qui disent qu'il y a une grande division. Le département supérieur qui est la religion, la spiritualité, et le département inférieur qui est en effet la science, l'effet de la science. Mais si on accepte une telle dichotomie, on va arriver à conclure que la spiritualité n'est pas un fait. Non, et c'est perdu, parce que le fait est que l'homme est complexe, il est physique mais spirituel aussi. Mais je trouve que la direction maintenant est de plus en plus polarisée. C'est-à-dire les positions sont polarisées. Parce que c'est ce qu'il a fait l'Internet, a permis des positions extrêmes qui avant n'étaient pas présentes dans le discours public. Oui, n'avait pas accès au public. Maintenant, c'est incroyable les choses qu'on peut lire sur l'Internet. Oui. Et ça a forcé les autres qui avaient, disons, toujours l'éthique du discours politique le monopole au fond. Ils ont complètement changé, parce que sinon ils vont perdre leur position. Mais je me rappelle les années 86, je crois, c'était David Suzuki qui a écrit que la science est maintenant devenue notre seul paradigme, acceptable. Même si elle ne devrait pas être, parce que la science nous donne une méthodologie, qu'il dit, mais pas une vision du monde, une explication du monde, une cosmologie. Mais ça c'est hypocrite parce qu'il y a beaucoup de sciences qui veulent nous faire écrire des livres sur comment donner sens à la vie. Là. Il y a des,
justement, là, je pense qu'il y avait Jacques Monod, puis même Stephen Hawking, là, qui a des livres récemment. Puis, hein, ça fait que de plus en plus, il y a des auteurs scientifiques qui sortent du domaine de la science, ils exploitent leur prestige scientifique médiatique pour jouer le rôle, dans le fond, là, du clergé d'autrefois, de donner sens à l'existence, comment on doit se comporter, comment voir l'environnement, toutes ces choses-là. Donc, ils jouent vraiment carrément un rôle religieux. Oui, mais ce n'est pas un rôle de, disons, pasteur ou prêtre, mais d'ayatollah, de dictateur religieux. Mais non, c'est drôle parce que il me paraît que une vaste majorité des scientifiques qui sont arrivés au niveau très haut se sont forcés de devenir des philosophes. Ouais, un peu, ouais. Ils sont touchés par le virus de la philosophie sans être vraiment préparés pour ça. Et ça va m'emporter une question qui m'a beaucoup préoccupé. Bon, qui est-ce qui a le droit de définir qu'est-ce que c'est la science? Très important, là. Parce que si on dit les scientifiques seulement, il y a un problème. Parce que maintenant, les décisions des scientifiques changent les vies de tout le monde, affectent la vie de tout le monde. Je crois qu'il devrait y avoir une discussion publique sur ce sujet. Qu'est-ce que c'est la science? Qu'est-ce qu'on va accepter? J'étais complètement choqué de découvrir, par exemple, que les années 50, il y avait les docteurs les plus fameux dans les États-Unis, même l'association américaine médicale, qui faisait la réclame du tabac. Ils ont même dit une fois sur la télé, "A pack of cigarettes a day keeps lung cancer away." Parce que je me suis demandé comment est-ce qu'il y a Dean Martin et des autres acteurs qui ont fumé tout le temps. Ce ne pas des idiotes. Non, mais les docteurs disent c'est bien, ça calme les nerfs. Pas de problème, il n'y a pas des effets secondaires. Alors comment est-ce qu'on peut avoir confiance dans des décisions des gens qui sont impliqués avec des intérêts si forts? Et je crois que c'est le moment d'avoir une discussion publique très sérieuse. Qu'est-ce que c'est que la science? Mais au fond, là, moi, justement dans le Fuite de l'absolu, volume 2, j'ai beaucoup exploré là, justement ce concept-là, la définition de la science dans le domaine de la philosophie de la science. Et puis quand on voit à l'intérieur de ce domaine-là, finalement, les gens ils ont beaucoup resserré, entre autres Karl Popper qui écrivait qui a écrit au début du 20e siècle, surtout jusqu'à les années 50-60 environ. Là. Puis Karl Popper a beaucoup réduit la science à ce qui peut être observable. Puis parce qu'il s'est attaqué énormément au concept là, des Lumières, là, que la science pouvait nous conduire à la vérité. Parce que dans le fond, le projet du siècle des Lumières, c'était d'ériger, à côté de la Bible, à côté du christianisme, une autre source de vérité. Ça, c'est une fondation là, sur laquelle se construit la vie des individus, mais aussi des civilisations. Popper, lui, il a dit, la science ne peut pas conduire à une vérité absolue. La science peut juste emmener des hypothèses qui peuvent être réfutées dans le contexte d'une expérience, mais la science est incapable d'arriver à une vérité absolue, définitive. Bien sûr, Einstein a dit que la science est une recherche méthodologique. Non, c'est une méthodique. Une recherche méthodique de trouver des relations régulatrices entre nos expériences sensorielles. Oui, sensorielles, oui. Sensorielles, oui. Moi, je dis en anglais, simplifiant ça, making sense of your senses. Ce qui est très intéressant, parce que ça nous dit qu'il y a une limite de la science qui sont nos sens. Comment ça se passe? N'importe quelle la complexité de la réalité autour de nous, pour être capable de l'expliquer, nous devons la déconstruire jusqu'au niveau de nos sens. Si on explore, disons, l'électricité, nous devons construire des petites machines qui nous montrent les ampérages, voltage, tout ça. C'est-à-dire décomposer la réalité au niveau de nos sens. Et c'est à cause de ça qu'on est limité dans notre approche scientifique. Vous voyez ce qui se passe quand on bouge dans des zones très très théoriques. La théorie des cordes, je ne sais pas, même la quantique. Là, il n'y a pas trop de gens qui vraiment comprennent ça. C'est ça parce qu'on est à la limite de la science. Exact.
Au fond de l'être humain, il y a toujours eu ces soifs d'amour, soif d'amour,